Audiard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez du déclic qui vous a décidé à devenir actrice? Non. J'ai été élevée par des parents comédiens et je pense que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être actrice. J'étais assez fascinée par leur vie, par leur entourage, par le côté troupe aussi théâtral, parce que mon père avait une compagnie dans laquelle ma mère travaillait. Ma mère travaillait aussi avec des grands metteurs en scène français. Et cette vie, en fait, le fait qu'ils partagent des histoires avec des gens que je trouvais fascinants et qui racontent des histoires à d'autres gens qui étaient fascinés par eux, je pense que c'est ça qui m'a donné envie, mais j'ai pas un déclic. Peut-être le cinéma, peut-être que c'est les films de Greta Garbo. Ma mère elle adorait Greta Garbo. Et donc, assez jeune, j'ai vu des films d'elle. Et c'est vrai que c'était une star hollywoodienne assez particulière, assez singulière. Et je suis tombée amoureuse d'elle à travers l'amour que ma mère avait pour elle. Et je pense que c'est cette actrice, en tout cas, qui a été la première à me fasciner et sûrement à faire naître cette envie de cinéma. Oui, c'est une actrice très particulière, parce que c'est une star mais qui fonctionnait à la fois sur l'apparition et sur la disparition aussi. Oui, elle avait, je pense qu'elle avait un caractère très particulier, sûrement de là d'où elle vient, le fait qu'elle était étrangère là-bas. Et j'aimais sa voix, j'aimais la manière dont elle jouait. Parce qu'à l'époque, peut-être qu'on voyait plus jouer les gens, mais il y avait des codes. Il y avait des codes très particuliers. Et comme j'aimais aussi le cinéma de Chaplin, parce que c'est le cinéma qu'on voyait chez moi, ou Buster Keaton, ou les Marx Brothers, il y avait quelque chose d'assez familier, en fait, je trouve, dans son jeu à elle. La Môme d'Olivier Dahan a marqué une étape décisive, un tournant important dans votre carrière. Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle et aujourd'hui, quel souvenir vous laisse le film? Assez tôt, en fait, j'ai préparé les rôles. Assez tôt, j'ai eu cette notion qu'il y avait une nécessité de travailler pour aborder un rôle. Et je pense que ça vient aussi de la phrase que mon père m'avait dite, que le plus important, en fait, dans ce métier, comme quasiment dans tous les métiers, c'était le travail. Et puis j'avais lu une biographie de Romy Schneider qui commençait par cette phrase je vais travailler mes rôles de 50 façons différentes. Peut-être que la première, en définitive, sera la bonne direction, en tout cas, mais ce sera enrichi par les 49 autres chemins qu'elle aura explorés. Et donc, pour La Môme, c'était évidemment... J'avais déjà fait quelques films, que j'avais déjà expérimenté des préparations parfois longues. J'avais découvert des méthodes de travail, des gens avec qui je travaillais, des coachs qui m'ont aidée sur certains films. Et sur La Môme, ça me paraissait évident qu'il y avait un grand travail de recherche, mais surtout de rencontre intérieure, disons, même si ça paraît un peu abstrait. Et donc, j'avais envie surtout de travailler parce que c'était pas évident, parce que je pense que j'avais quelque chose à prouver par rapport aux gens qui trouvaient ça hyper bizarre de me proposer ce rôle à moi. Même certains de mes amis remettaient vraiment en doute le fait qu'il y avait quelque chose d'organique là-dedans. Donc je pense que au-delà du fait que j'avais évidemment envie de travailler et que cette période est assez magique en fait pour un acteur, la rencontre avec un personnage, tout ce qu'on va pouvoir lui apporter, tout ce qu'on va pouvoir travailler du point de vue imaginaire. Bon, là en l'occurrence c'était j'avais beaucoup d'informations, mais il y a toujours une part d'imaginaire, il y a toujours
le questionnement, comment on va arriver à faire vivre les sentiments de ce personnage et où ces sentiments prennent racine, dans quel... en fait, comment on va être amené à comprendre la personne qu'on va incarner. Donc je me suis plongée dans toutes les archives que j'ai pu trouver, les livres, les films, je l'ai beaucoup écouté. Donc ça, c'était tout un travail technique. Après, techniquement, c'est un peu plus chiant à raconter, mais bon, il y avait tout ce truc de lip sync, parce que Olivier Dahan voulait la voix d'Edith Piaf. Et je voulais des lip sync parfaits, parce que jusqu'ici, tout ce que j'avais vu dans les films, quand les comédiennes ou les comédiens ne chantaient pas, j'y croyais pas. Donc ça a été une des plus grandes parties de mon travail, ça a été de prendre des cours de chant déjà pour apprendre sa technique à elle, même si j'allais pas chanter. Et puis mon but, c'était de faire un lip sync parfait, en fait. Et puis, il y a cet autre chemin, qui est un chemin un petit peu plus personnel, un petit peu plus interne, un petit peu plus mystérieux, disons, qui est l'exploration du parcours émotionnel, quelque part, de cette femme à travers tout ce qu'elle a vécu. Et ça, j'ai travaillé avec un coach avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres films. Et dès que j'ai eu le projet entre les mains, j'ai senti que c'était avec lui que j'avais envie de travailler et que je devais travailler même. Et je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de parler de ce travail et si ça peut parler ou si ça peut être... mais c'est un travail, voilà, comme je disais, sur l'émotionnel. Donc moi j'avais mon travail personnel à la table quelque part, de lire, d'essayer de comprendre cette femme, d'où venaient ses peurs, d'où venaient ses joies, d'où venait sa passion, d'où venait tout ce qui la faisait vivre, tout ce qui la faisait vibrer. Et en même temps, il y avait tout ce côté mystérieux de l'être qu'on a tous en nous, en fait, cette part de mystère qui peut être mystérieuse déjà face à soi-même, soi-même face à soi-même, mais quand on aborde quelqu'un qui est extérieur à nous, le mystère est encore plus grand. Et je ne sais pas si je l'ai craqué entièrement, mais en tout cas, je pense que j'ai compris certaines choses qui m'ont permis de connecter profondément avec les émotions qu'elle avait traversées quand elle était en vie, quoi. Ce travail que vous avez entrepris pour la môme sur justement la découverte, la compréhension d'un personnage, cette forme de méthodologie, est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné, qui vous a aidé pour la suite des rôles que vous avez joués, ou au contraire, est-ce qu'il faut tout réinventer ou recommencer pour chaque film? Je pense que c'est un peu des deux. Il y a une part d'expérience à travers chaque rôle, ce qu'on apprend de chaque personnage. Disons, la manière dont on va atteindre une certaine compréhension, on va pouvoir le réutiliser pour un autre film. Mais je n'ai pas de méthodologie particulière ou de technique particulière que je suis à chaque film. J'aime bien me laisser porter par l'histoire, par le personnage et savoir comment ça va m'amener à quelle technique de travail ou quelle, disons, manière de travailler. Et j'aime bien que ce soit différent à chaque fois. Je n'ai pas envie de me dire « Ok, cette méthode fonctionne, donc je vais la réutiliser ». Le cinéma, c'est tellement vivant. Un personnage, c'est une nouvelle personne qu'on rencontre. Les rencontres ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a aussi le fait que j'aime explorer des choses différentes. Et du coup, ne jamais retrouver la même expérience. Et du coup, une expérience complètement différente, ça me paraît pas logique de coller la même technique à chaque être humain, en fait, que je vais explorer. Et puis, il y a aussi les metteurs en scène avec qui je vais travailler, les réalisateurs, les réalisatrices qui ont des énergies différentes, des envies différentes. Pour les frères Dardenne, par exemple, c'était la première fois que j'expérimentais le fait de répéter tout le film.
parce que comme c'était des plans séquences, on avait vraiment besoin de répéter. Sinon, sur un plan séquence, donc on perd trop de temps à chercher la chorégraphie sur le plateau le jour du tournage. Donc tout était répété. On a répété pendant 5 ou 6 semaines, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'était 5 semaines et ensuite 6 semaines de tournage. On a répété dans les décors, avec les costumes, avec les comédiens. Et c'était magique, en fait. Des fois, dans la répétition, en fait, on peut avoir peur d'expérimenter quelque chose et de déflorer quelque chose, d'enlever la première couche. Et parfois, la première couche, elle est importante, elle est intéressante. Quand on est sur un plateau, la première prise, parfois, elle est particulière. Après, il y a des comédiens qui sont bons à la première prise, il y a des comédiens qui sont bons à la 6e, bons à la 15e. Ça tout dépend de la personnalité de la personne qui incarne un personnage. Mais parfois, j'ai peur des répétitions. Il y a des grands acteurs, comme Daniel Day-Lewis, par exemple, avec qui j'ai pu travailler, qui répètent pas. Alors, il y avait une forme de répétition sur le film qu'on a fait, parce qu'il y avait de la danse, il y avait du chant et tout, mais... et donc, les répétitions, c'est un moment assez particulier. Et je pense que ça marche sur certains films et pas sur d'autres. Mais en tout cas, explorer comme ça ce personnage chez les Dardenne, surtout comme je voulais avoir un petit accent, mais que je voulais pas que ça se sente trop, que je voulais pas... Généralement, quand je travaille sur des accents, je vais travailler avec un coach. Là, j'avais pas vraiment besoin d'un coach pour avoir cette espèce de petite saveur belge dans mon accent. Et toute cette période de répétition m'a vraiment permis d'expérimenter, de doser différents niveaux d'accent. Donc, pour le coup, c'était vraiment intéressant de répéter pour ce film. Vous avez tourné dans Inception de Christopher Nolan. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette expérience, puisque Nolan, c'est à la fois quelqu'un qui fait des blockbusters hollywoodiens énormes, mais c'est aussi un super auteur. Donc on est à la fois entre le blockbuster et le super film d'auteur. Donc j'imagine qu'il avait une méthode de travail, notamment avec les acteurs, sur les répétitions, sur le tournage très, très particulière. Comment s'est déroulée cette relation et cette expérience? C'est vrai que c'est un cas très particulier, Nolan, à Hollywood, enfin aux États-Unis, disons, parce que c'est quelqu'un qui va écrire un scénario de Batman, c'est quelqu'un qui va écrire, il est auteur, réalisateur. Et on sait peu, mais par exemple, Tim Burton, il n'écrit pas ses scénarios, alors qu'on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui écrit ses scénarios, tellement ses films, son univers lui appartiennent à ce point. Sur Inception, ce qui était très particulier, c'est que, alors ce scénario, il était très complexe à comprendre. C'est un des scénarios que j'ai le plus lu de tous les films que j'ai faits, parce que franchement, je l'avoue, j'ai pas tout compris tout de suite. Et Léo DiCaprio, avec qui je travaillais, était dans le même état que moi. Donc on a mis nos notes en commun au bout d'un moment. Et on est allé voir Christopher Nolan parce qu'on avait besoin de réponses, on avait besoin de faire des connexions qu'on n'arrivait pas à faire, parce que même en mettant nos notes en commun, il nous restait des questions. DiCaprio a répondu à certaines de mes questions, j'ai répondu à certaines de ses questions. On est deux acteurs assez similaires qui préparons beaucoup les films. Donc ça a été une période assez chouette de mettre en commun notre exploration, notre pré-exploration, disons, de cette histoire. Et quand on est allé voir Nolan, donc on avait beaucoup de questions, il nous restait beaucoup de questions, et Nolan avait réponse à toutes les questions, et parfois on était un peu dubitatif avec DiCaprio de se dire bon bah ça il dit que ça fonctionne, mais je sais pas, il y avait des choses auxquelles on ne croyait pas trop. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand on voit le film au final, effectivement tout fonctionne, et on se posait beaucoup de questions
qui paraissent inutiles quand on regarde le film. Mais moi, j'avais des questions d'ordre technique, à savoir, quand elle se suicide de l'autre côté de la rue. Et lui, il est dans un appartement duquel elle est censée sauter. Et donc mes questions, c'était, mais comment les flics vont pas se rendre compte que la trajectoire de son saut, ça colle pas avec... Et bon, il nous regardait en se disant, ok, j'ai affaire à 2 animaux précis, disons, pour être sympa avec nous-mêmes. Et en fait, on s'en fout, personne ne s'est jamais posé la question. Mais donc on a vraiment développé une espèce de relation comme ça, où on ne savait pas trop parfois s'il ne nous trouvait pas hyper chiants. En même temps, il voyait bien qu'on était hyper investis dans son film. Donc je pense que pour un metteur en scène, c'est quelque chose d'important. Et puis sur le tournage, je pense qu'on avait tellement préparé auparavant et qu'on arrive très préparé avec DiCaprio. Avec une grande exploration, et je pense que toutes les questions qu'on lui avait posées à ce moment-là fait qu'on savait où on allait et qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'une grande direction d'acteur. On avait trouvé nos places dans cette énorme machine qui portait en lui depuis 10 ans. Je crois que ça faisait 10 ans qu'il voulait réaliser ce film, qu'il avait écrit le scénario. Donc il y a certains réalisateurs qui vont créer une ambiance qui fait que l'acteur sait où se placer et sait quoi faire, sait quel sentiment donner, quelle émotion donner à un moment précis. Et que donc, il n'y a pas forcément besoin de réajuster trop les choses parce que la route, elle est, bien que tumultueuse, singulière et parfois incompréhensible, elle est quand même vraiment très très bien tracée. Comme vous le disiez, vous avez joué et intégré des univers dans des films très très différents les uns des autres, hein, de Carax à Nolan, de Audiard aux frères Dardenne. On ne peut pas imaginer une palette aussi large et aussi riche. Et cependant, on ne peut pas s'empêcher d'établir des liens entre les personnages de femmes que vous avez interprétés dans des films très différents, mais il y a des points communs entre Les Fantômes d'Ismaël et Inception et Annette, des femmes inoubliables, des femmes tragiques, ou alors le versant très, très sombre, hein, de Lady Macbeth ou d'autres films dans cette tonalité-là. J'imagine que vous en êtes consciente et je voulais savoir si des moments de votre vie, des envies ont pu avoir une influence sur des choix, parce qu'on pourrait presque distinguer des périodes dans votre filmographie et des personnages qui communiquent presque entre eux d'un film à un autre. En fait, j'en ai pas tant conscience que ça. Je pense que ce sont des gens qui vont m'en parler, comme vous aujourd'hui, qui m'ont fait prendre conscience effectivement de résonance d'un personnage à l'autre. Et vous disiez, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie qui vous ont amené à faire tel ou tel choix? Et en fait, c'est marrant parce que c'est plutôt pas l'inverse, mais des besoins que j'ai eus dans ma vie de me dire « Ah, j'aimerais bien explorer ça » et les films sont arrivés comme une merveilleuse coïncidence. Et ça s'est souvent passé, en fait, au long de mon chemin d'actrice, qu'un rôle vienne rencontrer sans que je le manifeste, disons, de manière que je le demande à quelqu'un, ou que je dise tiens, j'aimerais bien, ou que j'aille approcher une réalisatrice ou un réalisateur et que je lui dise voilà, j'aimerais bien jouer ça. Non, ça s'est vraiment passé toujours un besoin qui a été rencontré par un rôle qui venait me chercher presque. C'est intéressant, ça veut dire qu'avant même le tournage du film, il y a comme une communion qui se crée entre votre désir d'interpréter un rôle et puis la façon dont les cinéastes vous voient ou ont envie de vous proposer quelque chose. Je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai cette espèce de mystérieuse conviction qu'un rôle vient chercher une actrice.
ou un acteur. Il y a quelque chose de... Oui, du domaine de la rencontre qui est évidente et qui était faite pour exister. Dans De rouille et d'os de Jacques Audiard, vous interprétez une femme donc, qui a été amputée des 2 jambes. Donc c'est un film qui met en scène le traumatisme, la dépression, mais aussi le retour à la vie d'une femme blessée et qui reprend comme ça tout son aplomb par rapport à la vie. Jacques Audiard, à l'époque, il était un peu considéré comme le metteur en scène des univers très, très masculins, enfin, même s'il y avait eu des précédents. Comment vous avez travaillé avec lui? Comment vous avez intégré justement cet univers? Stéphanie, dans De rouille et d'os, je pense que c'est un des personnages qui m'a le plus bouleversée à la lecture et la rencontre que j'ai avec ce personnage et toute l'expérience du tournage. Il y avait quelque chose de très très vibrant pour moi chez elle et qui me touchait vraiment profondément. Et je pense d'ailleurs que c'est le personnage qui m'a le plus bouleversée et vraiment du début de l'aventure jusqu'à la fin. Il y avait parfois... En fait, j'ai pas essayé de craquer tout le mystère de cette femme. J'ai senti dès le départ que j'avais pas besoin de la comprendre entièrement pour l'incarner. Je sais pas d'où ça venait, mais je pense qu'un metteur en scène, un réalisateur, une réalisatrice, ils écrivent des choses qui portent en eux. Et je pense que Jacques Audiard, c'est quelqu'un de mystérieux et qui se livre pas entièrement en tant qu'homme. Je pense qu'il se livre entièrement dans ses films. Et je pense à travers ses personnages. Oui, à travers tous les personnages qu'il a mis en scène, qu'il a fait vivre, mais aussi à travers ses idées, à travers ses mouvements de caméra. C'est un tournage qui m'a aussi bouleversée par parfois le génie que je voyais chez lui et qui pouvait m'envahir parfois et me créer des sensations physiques. Parfois, j'arrivais sur le plateau et son idée de mise en scène me créait des sensations physiques émotionnelles, mais presque viscérales. Je ne sais pas tellement comment expliquer ça, en fait. Mais j'étais bouleversée émotionnellement et physiquement par certaines de ses idées de mise en scène. Et alors lui, c'est un directeur d'acteurs et d'une extrême subtilité. Donc pour un acteur, c'est merveilleux d'être au service de quelqu'un qui va vous amener à être encore plus dans la subtilité, encore plus dans l'infiniment petit qui fera partie de son infiniment grand à lui. C'est quelqu'un de très spécial. On parlait des liens qui pouvaient unir certains films de certaines... d'année en année, et je vois des liens entre le film d'Audiard, le film des Frères Dardenne et aussi The Immigrant de James Gray, parce qu'à chaque fois on pourrait définir vos personnages comme des héroïnes de combat, c'est-à-dire des femmes qui sont placées dans une situation qui est presque une situation de survie, mais qui refusent de se limiter à ça et qui négocient un peu leur destin par les moyens qu'elles peuvent et qu'elles trouvent. Et le personnage, c'est Eva, je crois, la jeune femme qui arrive à New York comme ça et qui est à un moment donné contrainte à la prostitution et puis qui va faire des rencontres. C'est aussi c'est un personnage magnifique, je trouve. Comment est-ce que vous avez travaillé avec James Gray? Comment vous avez travaillé vous-même ce personnage? Est-ce que vos visions se sont nourries ou coïncidées ou est-ce qu'elles se... Oui, je pense que quand on accepte de faire un film, c'est d'une certaine manière qu'on comprend déjà la vision d'un metteur en scène. Et là, James Gray, c'était une histoire de famille, c'était une histoire qu'il portait en lui.
c'est inspiré par ses grands-parents, par leur arrivée à New York. Et donc, c'était très touchant d'accompagner cette histoire très personnelle. Et la préparation du film, alors c'était assez particulier parce que j'arrivais dans une famille avec un couple très fort qui était formé par James Gray et Joaquin Phoenix. Et Joaquin Phoenix, il était très perturbé par son personnage. Il ne savait pas trop s'il avait envie d'incarner un personnage si sombre. Et on a répété pendant 15 jours. Ce n'était pas vraiment des répétitions, c'était plutôt des discussions. Et c'était plutôt des discussions de James Gray avec Joaquin Phoenix qui ne voulait pas, en fait, incarner ce personnage. Il le trouvait horrible. Et James qui passait son temps à essayer de le convaincre que c'était lui qui devait l'incarner. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à les écouter parler, parfois 2 heures, 3 heures. Et cette espèce de combat, en même temps, je le comprenais quelque part parce que ça m'est arrivé aussi d'être en combat avec un personnage et parfois, pas de vouloir quitter le navire, mais de me dire pourquoi je suis montée sur ce bateau, pourquoi j'ai eu envie d'incarner cette personne. Voilà, et au début du tournage, Joaquin Phoenix s'excusait beaucoup de me faire subir ce qu'il me faisait subir. Moi, je ne suis pas vraiment une méthode acteur. Je ne reste pas dans le personnage tout le long du tournage. Je connaissais un peu ça, je l'avais vécu avec Daniel Day-Lewis, je vois comment ça fonctionne. Et Joaquin Phoenix, il a un peu ce côté méthode acteur. Mais au bout d'un moment, je me disais, non mais il va pas pouvoir s'excuser tous les jours. Enfin, non pas que ça allait me saouler, mais moi j'aime bien rigoler sur les plateaux. J'aime bien, même quand ce sont des films très dramatiques, j'aime que ce soit joyeux, j'aime bien que sérieux. Parfois, enfin, si j'ai à faire une scène où je dois être dans une émotion toute la journée, je vais pas faire le pitre non plus, quoi. Mais en tout cas, il y a des jours où j'aime bien que ce soit qu'on rigole, quoi. Et je me disais, ça va être vraiment dur, en fait, parce que le gars est à donf. Mais on a quand même réussi à aller jusque-là. Et d'ailleurs, c'est venu d'un jour où j'ai loupé une réplique, et je loupais jamais de réplique parce que je travaillais mon texte vraiment en amont. C'est-à-dire que je suis pas le genre d'actrice qui peut apprendre le texte au dernier moment. Et surtout, j'avais du polonais. J'avais 20 pages en polonais sur ce film. Et je me mettais une pression de dingue parce que je me disais que tout le monde parlait polonais couramment et qu'ils allaient tous me juger. Et un jour, j'ai buté sur un mot et j'ai vu un Joaquin Phoenix différent. Il s'est mis à hurler que je m'étais, je ne sais plus ce qu'il disait, que le cyborg s'était pété la gueule. Et donc, j'ai compris qu'il m'appelait le cyborg depuis plusieurs temps déjà avec James Gray. Et le fait que je me gourre, quoi, et que quelque part, il y a une espèce de truc qui se craque dans l'armure, a fait qu'il a pété un plomb de rire. Et qu'à partir de ce moment-là, ça a été un peu plus détendu, quoi. Et on a commencé à se marrer. Et voilà, c'était un film avec une toute petite économie où je voyais un réalisateur qui racontait une histoire très intime. Oui, c'est presque du Kammerspiel, hein, on a l'impression que c'est du théâtre de chambre. Enfin, il y a une grande intimité. Ouais, mais c'était. Avec quand même la c'est quand même reconstitution d'une époque. voilà, mais donc comme un film d'époque, ouais, avec très très peu d'argent. Donc parfois ça a été douloureux de voir James Gray
se couper un bras en coupant une scène. Vous parliez de Garbo et de Chaplin, enfin des films que vous avez vus. Et moi, j'y pensais beaucoup en voyant The Immigrant. Je pensais tout de suite à Chaplin ou au cinéma muet. C'est un film évidemment sonore, en couleur, mais je ressentais vraiment des émotions, et y compris surtout dans votre jeu, votre expression, votre visage, des héroïnes du cinéma muet. Et je pense que c'est assez particulier en fait de jouer une étrangère qui arrive sur une terre inconnue. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce qu'on ne dit pas. La réaction qu'on va avoir face à des violences, face à des moments plus doux, face à des moments totalement dramatiques, face à l'incompréhension, face au rejet, face à tout ce qui peut arriver à quelqu'un qui immigre dans un pays dans lequel elle n'a pas les codes. Elle a laissé sa sœur en plus. Enfin, il y a elle arrive avec beaucoup de peur. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de ces personnages, c'est tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils ne disent pas. Oui. Et la manière dont ils réagissent aux choses. Il y avait beaucoup de choses qui passaient par votre regard, enfin, qui étaient vraiment très émouvants, très bouleversants. Vous avez déjà parlé des frères Dardenne, de Luc et Jean-Pierre Dardenne, pour 2 jours, 1 nuit. C'est vrai que c'est un film essentiel, je dirais, dans votre trajectoire. C'est aussi un film très particulier parce que je crois, enfin, ils ont longtemps résisté, les frères Dardenne, à diriger des acteurs, non pas des acteurs professionnels, mais des acteurs connus en tout cas, enfin, ou identifiés dans d'autres films par le public. Et puis donc c'est vrai que le film a quand même créé cet événement de vous voir tourner pour les frères Dardenne. Est-ce qu'ils vous ont parlé de cette résistance qu'ils avaient eue, et surtout pourquoi c'était vous, pourquoi ils vous ont choisi vous? Qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire avec vous sur ce film en particulier, peut-être de bouleverser aussi un petit peu leur méthode à eux? Ils vous ont montré leur méthode, mais ils ont aussi sûrement changé des choses, non, par rapport au fait de diriger une actrice. Il me semble qu'on s'était rencontrés sur le film de... Oui, c'est ça. On s'est rencontrés sur le film d'Audiard, en fait. Je crois qu'il y avait une partie de coproduction. Et j'imagine que c'est là qu'est né le désir de travailler avec moi. Moi, j'étais très, très impressionnée par eux. Je pense que il n'y a pas beaucoup de films que je considère comme des chefs-d'œuvre, encore qu'il y en a quand même pas mal, mais dans disons les 5 premiers chefs-d'œuvre, 5 premiers films que je considère comme chefs-d'œuvre, il y a Le Fils des Dardenne. Pour moi, c'est un film, c'est un des plus grands films que j'ai vu de ma vie. Et donc j'étais très intimidée quand je les ai rencontrés. En même temps, on était sur le tournage, donc on n'a pas vraiment discuté. Et quand on s'est rencontrés la première fois, c'était pas pour ce film-là, en fait. Ils avaient une autre idée en tête. Et puis un jour, ils m'ont appelé en me disant « On a changé d'avis. On voudrait raconter une autre histoire avec toi. » Et ça a été 2 jours, 1 nuit. J'étais très déstabilisée par le scénario, parce que, en définitive, c'est presque la même scène qui se répète une douzaine de fois. Donc j'avais très peur de ne pas être à la hauteur, et en même temps, c'est un moteur merveilleux de se sentir tout petit face à peut-être pas un rôle, mais en tout cas un projet, de me dire il y a une montagne à gravir, et ça me plaît assez de ne pas savoir si je vais être capable de gravir cette montagne. Un autre très grand directeur d'actrices et d'acteurs, c'est Xavier Dolan. Juste la fin du monde, c'était un film aussi un peu particulier, puisque c'était un film en huis clos, d'après la pièce de Lagarce, mais c'était aussi une manière pour lui de réunir 5 acteurs très emblématiques du cinéma français, qui ne venaient pas forcément du même endroit. Comment s'est déroulé le tournage? Est-ce qu'il y a un effet de troupe, comme au théâtre justement, qui s'est créé? Puisque bon, voilà, vous êtes
à l'image souvent ensemble, et il y a le texte de la pièce évidemment, mais il y a aussi la mise en scène de Xavier Dolan. Comment tout ça s'est imbriqué, tous ces rencontres? Chacun de notre côté, je pense qu'on s'aimait tous beaucoup, les uns les autres. Et c'est Xavier qui nous a réunis avant le tournage. Et tout de suite, il y a eu la conscience d'accompagner un très grand metteur en scène, la chance qu'on avait d'avoir un texte comme celui qu'on avait, la chance qu'on avait d'être tous ensemble. Donc il y avait quelque chose de très joyeux et très doux, et puis surtout une grande, grande excitation de partager la scène de ce film que je trouve magnifique aujourd'hui. Et donc il y avait effectivement ce côté troupe. En plus, franchement, il a réuni que des gens qui aiment bien rigoler. Et donc on s'est très très bien entendus, on s'est vraiment marré. Il y a quelque chose qui nous lie tous aujourd'hui à travers ce film, grâce à ce film, parce que c'était pas facile. Le texte est vraiment pas facile. On doit l'apprivoiser, et puis pour rendre naturelle toute cette langue si particulière, on était tous dans la même galère. Enfin, c'était pas une si grande galère que ça, mais on était tous dans le... on savait ce que vivaient les uns et les autres avec le texte qu'on avait. Et ça nous a vraiment unis. Voilà. Et c'est un de mes films préférés aujourd'hui, de tous les films que j'ai faits. C'est un film qui m'a bouleversée la première fois que je l'ai vu. C'est un film magnifique, moi j'aime beaucoup aussi, je trouve que c'est le plus beau film. Et d'ailleurs, chez Les Dardennes ou chez Xavier Dolan, votre personnage, c'est cette jeune femme qui est en proie à une forme d'inquiétude et de solitude. Je dirais qu'une solitude dans un groupe, une solitude, même si elle rencontre beaucoup de gens, mais c'est quand même, elle est un peu dans une sorte de coquille. Et il y a aussi ce sentiment de peur, finalement, dont vous parliez tout à l'heure. Alors que ce soit dans La Môme ou dans d'autres films, vous avez vraiment exprimé la passion à son paroxysme. Vous avez pu aussi exprimer des choses plus diffuses, plus subtiles. Là aussi, est-ce que c'est une question de rencontre avec un personnage ou comment vous vous sentez pour interpréter ces émotions dans des films qui peuvent aller de quelque chose d'extrêmement grandiose, paroxystique, ou au contraire beaucoup plus subtil? Qu'est-ce que vous préférez d'abord? Qu'est-ce que vous aimez jouer? Ou est-ce que tout vous apporte quelque chose d'intéressant ou de créatif? Non, c'est assez drôle les parallèles que vous faites, que moi j'ai jamais fait personnellement en fait. C'est vrai que je compare jamais un personnage à un autre, mais c'est intéressant que vous me proposiez cette vision-là qui est très juste. Les personnages viennent choisir les acteurs, aussi mystérieux et bizarre que ça puisse paraître. Et que moi, je vais m'engager dans un film quand immédiatement l'histoire que je viens de lire et le personnage que je viens de découvrir va m'obséder. Et oui, j'aime les parcours de femmes qui se battent, j'aime les parcours de femmes qui survivent et qui vont essayer de dépasser le fait de survivre pour pouvoir vivre simplement. Je suis bouleversée par les femmes qui effectivement ne vont peut-être pas là où on les attend et trouvent leur propre chemin tout en tentant d'évoluer dans un monde qui est parfois extrêmement douloureux et extrêmement violent, de trouver leur place en fait, en définitive. Et c'est ça qui me bouleverse chez les gens en général. C'est ça qui va me bouleverser chez quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place. C'est ça qui va me toucher, me faire parfois de la peine.
Et puis, tous ces personnages que j'explore, je pense peut-être que je dépasse la question là, mais parce que c'est ce qui me vient, ça me permet d'abandonner au long de ma route à moi les jugements que j'ai envers les autres êtres. Parce qu'en fait, et ça me fait penser aussi par exemple à Lady Macbeth et tout le jugement que je peux avoir sur cette femme au départ et la manière de l'explorer et mon besoin de la comprendre. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est que j'ai besoin de comprendre de plus en plus profondément les êtres qui m'entourent, et moi, commencer par me comprendre moi, et puis les êtres qui m'entourent, et pour arriver à ne plus les juger parce que ça ne me sert pas à grand-chose de juger les autres. Et ce qui est beau dans un parcours d'acteur, c'est de pouvoir explorer des personnalités qu'on aurait pu peut-être comme ça juger dans la vie. Et en fait, en les découvrant en profondeur, on se rend compte que le jugement ne sert pas à grand-chose parce que il y a toujours des choses à explorer à l'intérieur de l'humain, il y a toujours des choses à comprendre. Et peut-être que plus on comprend, plus on accepte, et plus on aime. Oui, pour revenir à un personnage extrêmement complexe, ambivalent, fascinant, ça me fait penser à Annette de Léos Carax, et aussi par rapport à une rencontre très particulière avec un grand cinéaste qui a un univers, une vision, une poésie assez unique. Voilà, je voulais savoir comment s'est déroulée cette rencontre, comment il vous a parlé ou pas parlé du personnage pour arriver à cette création absolument magnifique à tout point de vue, des images, de la musique, du jeu aussi de vous et Adam Driver. Annette, c'est un film que j'aime passionnément. La première fois que j'ai rencontré Carax et qu'il m'a proposé ce film, j'ai été obligée de lui dire non parce que j'étais enceinte à ce moment-là et que sa période de tournage correspondait au moment où j'allais donner naissance à ma fille et que je m'étais promis de plus refaire ce que j'avais fait avec de ne pas refaire ce que j'avais fait avec mon fils, qui était de tourner au bout de 12 jours, d'enchaîner 3-4 films. Ça avait été compliqué. Et donc je lui ai dit non en me disant que c'était fou en fait de dire non à Carax. Et puis j'ai eu la chance que le projet se fasse pas comme il avait imaginé le faire à ce moment-là et qu'il vienne me reproposer le rôle et que je puisse dire oui. C'est un personnage extrêmement complexe, le personnage de Annette, parce que je pense que c'est le personnage qui a les plus grands paradoxes, les plus grands extrêmes de cette espèce de personnage cristallin, timide, qui se transforme en bête de scène et qui, par ce besoin de reconnaissance, je pense, qui habite chaque artiste et qui peut être tellement dévorant qu'on peut en devenir monstrueux. Et quelque part, c'est ce qui arrive à ce personnage, de cette douceur qu'elle a, devenir quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui ait ôté la vie et qui ne supporte pas qu'on lui ait ôté sa place et qui va en devenir monstrueux. Et qui a une soif de vengeance d'outre-tombe, ouais. Pour ça. Et je trouve ce personnage totalement fascinant, les personnages de ce film totalement fascinants, parce qu'il y a ce parcours parallèle aussi d'Adam Driver sur ce besoin de reconnaissance et qui est quelque chose qui me fascine parce que je l'expérimente depuis des années, que je pense que c'est quelque chose d'assez pathologique chez l'acteur et que
et que c'est vraiment je pense que c'est la quintessence de la rencontre avec lui-même ou avec elle-même. C'est l'homme, la femme face à l'acteur, l'actrice qu'il est. C'est quelque chose d'assez fondamental en fait, de craquer cette énigme ou cette, comment dire, cette équation très particulière qu'on a face à nous-mêmes et que je trouve que ce film explore de manière tellement profonde, tellement en même temps intelligente, spirituelle et complètement viscérale. Pour moi, c'est un très très grand film. C'est un chef-d'œuvre. On a beaucoup parlé d'héroïnes tragiques, romantiques, mélancoliques, mais moi je trouve que vous avez un talent extraordinaire pour la comédie. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il est un peu sous-exploité par les cinéastes depuis pas mal de temps? Et moi j'adore Rock'n'Roll, où vous êtes absolument hilarante, et c'est un film incroyable parce que non seulement vous jouez une actrice, mais vous jouez une actrice qui s'appelle Marion. Donc je ne sais pas à quel point vous avez collaboré à l'écriture ou participé au processus créatif de ce film. Et est-ce que vous avez un désir de comédie ou un manque de comédie? J'ai adoré faire ce film. J'ai pas participé à l'écriture, mais c'est vrai que dans le processus de travail avec Guillaume, il me fait lire très en amont les films, donc je donne mon avis, voilà, le plus sincèrement oui, oui, voilà, je donne mon avis, évidemment sincèrement, mais parfois je peux être assez dure, enfin honnête, quoi, voilà. Et c'est pas ma zone de confort, la comédie. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, donc c'est pas. Et puis qu'il y a des actrices exceptionnelles en France qui sont des comédiennes de comédie ou des comédiennes qui peuvent passer du drame à la comédie de manière absolument magistrale et j'imagine bien qu'on va pas être, on va pas penser forcément à moi immédiatement parce qu'il y a beaucoup de talents merveilleux avant de penser à moi, donc ça me paraît logique quelque part. Mais oui, j'aimerais bien, j'adorerais explorer un peu plus cet univers qui est très très compliqué. Parce que les codes sont différents en fait. Mais ça me manque. Il y a quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est la fréquence de vos rôles où vous interprétez une interprète. C'est-à-dire que vous êtes une actrice, une cantatrice, une chanteuse, une star, comme dans le film de Lucila Djailovic. Et ça, bon, c'est pas un hasard, mais en tout cas, c'est troublant pour les spectateurs. Ça crée quelque chose d'assez fascinant. Et je voulais savoir si pour vous, c'était aussi une source de trouble, de vertige ou d'introspection, le fait de jouer quelqu'un qui joue, qui interprète elle-même. Alors effectivement, ça fait quelques films là, que ce soit donc le film de Carax, que ce soit D'Arnaud le Desplechin, film de Desplechin, le film de Lucille, le prochain film que je fais avec Bertrand Mandico, j'interprète aussi une actrice. Little Girl Blue aussi. Oui, alors d'une certaine manière, effectivement, le film de Mona Achache, je trouve ça très bizarre. Mais je n'ai pas d'explication plus que ça. Je sais pas. En même temps, c'est très intéressant. Ça veut dire pour les cinéastes, vous êtes l'actrice en fait. Bah, j'en sais rien, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de me l'expliquer. Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Bon, j'espère que ça ne va pas durer non plus des années, parce que quand j'aurai fini l'exploration de l'actrice qui incarne une actrice, je passerai à autre chose, j'imagine bien. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire pas mal de films
Donc, voilà, ça ne me questionne pas plus que ça. Je trouve ça étrange. Voilà, en résumé. Ça me plaît. Mais à je chaque sais fois, pas c'est des styles sais très pas quoi vous différents dire et qui là-dessus. sont, voilà, Non, c'est et des puis, facettes. enfin, il y a aussi, je pense que, enfin, ce qui me plaît là-dedans, c'est les différentes couches de personnalité déjà à l'intérieur même d'un personnage qui n'est pas forcément une actrice, mais tout le tumulte que je connais d'interpréter un personnage, et du coup de se dédoubler, de se détripler parfois. Et ça donne une richesse aux femmes que j'incarne, que j'ai la chance d'incarner, qui est, oui, d'une richesse et d'une grande, grande profondeur. C'est un animal très, très intéressant, l'acteur. J'ai toujours considéré l'actrice et l'acteur comme... Enfin, considéré, non, pas d'ailleurs, c'est pas considéré, mais je suis vraiment fascinée par cet animal, ces gens qui ont décidé de mettre leurs émotions au service d'une autre personnalité, de faire vivre quelqu'un de totalement différent d'eux, d'elle, de nous, et puis d'accompagner la vision d'une réalisatrice ou d'un réalisateur dans cette aventure merveilleuse qui est de faire un film ou être sur scène pour provoquer des émotions chez les gens. Donc toute cette exploration, voilà, de pouvoir l'explorer à travers un personnage, étudier cette bestiole, ça me paraît logique quelque part, que ma fascination pour l'être humain et ma fascination pour l'acteur se rencontrent sur le même plan. Oui, voilà, ça me paraît logique et ça me plaît. Merci beaucoup, Marion Cotillard. Merci à vous.